Les États-Unis ont attaqué le Venezuela et capturé le président Nicolás Maduro et sa femme Cilia Flores. Ils bombardent la Syrie, menacent le Mexique, l'Iran, Cuba et même le Groenland. L'empire états-unien voit sa fin arriver et se débat par tous les moyens en sa possession pour maintenir sa domination sur le monde. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les raisons économiques et politiques des agressions yankees, qui sont en réalité des tentatives pour résoudre la crise que les États-Unis sont en train de traverser. Bienvenue dans cette chronique des jeunes pop, vous êtes sur Céréales Média et on va analyser ensemble la chute d'un empire. Face a coalition ready to avoid radar detection. And a single gunner of the bomb mode. Ça fait depuis 1945 que les USA sont le centre du marché mondial. Et aujourd'hui, le modèle mondialisé qu'ils ont imposé violemment depuis les années 80 pour leur profit arrive à bout de souffle. Ce système est basé sur la libéralisation des flux de capitaux et du commerce, c'est-à-dire sur l'absence de contrôle des investissements internationaux, des entreprises privées et des flux de marchandises. Il a permis l'essor des multinationales qui sont devenues aujourd'hui la forme dominante des entreprises capitalistes. Si cette manière de gérer l'économie a permis de relancer l'enrichissement des États-Unis, notamment en délocalisant leurs usines en Chine, cette stratégie aujourd'hui est une épine dans le pied des États-Unis. En fait, c'est en délocalisant leurs usines qu'ils ont financé la croissance spectaculaire de la Chine, tout en se rendant très dépendants des industries chinoises et de l'entièreté de la chaîne d'approvisionnement mondiale, d'ailleurs. En gros, les US ont transformé le monde en supermarché-usine pour leurs propres bénéfices, parce que c'était moins cher. Ils pillent les ressources et le travail à l'international. C'est ça qu'on veut dire, en fait. Et aujourd'hui, ils ont peur de perdre le contrôle imposé sur les ressources et les usines étrangères dont ils sont dépendants. En plus de ça, il y a encore 15 ans, c'était les multinationales états-uniennes qui dominaient les secteurs les plus rentables de l'économie, grâce à leur quasi-monopole sur les marques et les technologies de pointe les plus demandées. Mais maintenant, les entreprises chinoises, c'est elles qui mènent la danse. Elles jouent à armes égales dans des domaines comme l'informatique ou le biomédical et surpassent même largement les États-Unis dans plusieurs domaines stratégiques. C'est par exemple le cas des transports électriques ou de l'énergie renouvelable, ces deux étant d'une importance particulière, mais on y reviendra plus tard. Donc en menant cette politique de délocalisation, les États-Unis sont devenus peu à peu de plus gros importateurs qu'exportateurs de marchandises. En d'autres termes, ils achètent plus qu'ils ne vendent. Les consommateurs états-uniens, en particulier la bourgeoisie et les professions white collar, à haut revenu en gros, conservent un niveau de vie très élevé. Or, le fait de conserver ce niveau de vie en l'absence d'un haut niveau d'exportation crée un déficit commercial massif et alimente une énorme réserve de dollars à l'étranger, et en particulier en Chine. Ce phénomène s'accentue et accompagne un changement de taille. Historiquement, c'étaient les pays occidentaux qui étaient le centre de l'industrie mondiale et qui se servaient de cet avantage pour écraser les économies du Sud et extraire leurs ressources. Aujourd'hui, on observe que c'est dans les pays du Sud qu'on construit le plus d'usines, alors que les Occidentaux voient, eux, leurs industries perdre de la vitesse. C'est un état de fait, les États-Unis sont devenus un gros importateur de marchandises, et ça n'a pas l'air de devoir changer de sitôt. En principe, c'est pas un souci. Les États-Unis contrôlent le dollar, qui est la monnaie dominante des échanges internationaux. Ils peuvent donc décider d'en imprimer, ce qui leur permet de pas trop avoir à se préoccuper d'un déficit qu'ils payent de toute façon en dette états-unienne. Tant que le dollar reste la monnaie dominante, il n'y a aucun monde où les États-Unis ne peuvent pas rembourser leurs dettes, et donc il n'y a aucun monde où ils perdent le contrôle de leur économie, en fait. Cela dit, cette fuite de dollars donne aussi une superbe opportunité aux investisseurs étrangers qui peuvent alors acheter des parts d'entreprises états-uniens et donc concurrencer la bourgeoisie états-unienne pour l'accès aux profits de leurs propres entreprises. C'est ainsi que, pour la première fois en 2024, on voit plus de profits sortir des États-Unis qu'y rentrer. En gros, d'après les profits déclarés, parce que on connaît, les capitalistes yankees gagnent moins de thunes qu'ils ne pourraient en gagner. Et ça les énerve. Et ça devient un très gros problème pour eux quand on sait que la Chine tente de frayer un chemin à sa monnaie pour remplacer le dollar en tant que monnaie dominante des échanges internationaux. Ils ont donc pas seulement peur de gagner moins de thunes, ils ont peur de perdre le contrôle de leur économie et de l'économie mondialisée. La stratégie de Trump poursuit celle de Biden. C'est une réponse directe à cette crise. Les droits de douane, le protectionnisme industriel, tout ça, ça vise avant tout à protéger les entreprises états-uniennes de la concurrence. Ils font ça pour tenter d'inverser leur politique de délocalisation en rapatriant une partie de la production et en freinant l'achat d'actifs états-uniens par des investisseurs extérieurs. En fait, aux US, comme partout où la démocratie bourgeoise organise la société, la classe dominante, donc la bourgeoisie, joue sur deux tableaux. D'un côté, la puissance économique et de l'autre, la puissance politique. Et quand on parle de politique, on parle pas de discours. Lorsque sa domination économique est mise à mal et que les règles de la concurrence libre et non faussée ne jouent plus en sa faveur, elle se tourne vers des moyens politiques. Si les États-Unis sont économiquement affaiblis, ils restent de loin la première puissance militaire mondiale. Et ils sont pas du genre à hésiter à faire la guerre pour prolonger leur domination. L'utilisation de la force par les Yankees, ça n'a rien de nouveau. L'invasion du Venezuela, c'est la suite logique de la doctrine Monroe. Vous inquiétez pas, on va y revenir.
et de projets comme le Project for a New American Century, qui a pour but explicite de garder sous contrôle les ressources pétrolières mondiales à la fin des années 90. Cette stratégie, elle est née de la dépendance économique mondiale au pétrole. S'ils le contrôlent, les États-Unis peuvent faire du chantage à toutes les économies de la planète. Et c'est entre autres pour ça que, comme on l'a dit plus haut, la Chine est devenue leader dans les technologies de transport électrique et d'énergie renouvelable. En fait, c'est des secteurs qui ont une valeur stratégique extrêmement importante pour éviter le contrôle des États-Unis. Au-delà de son objectif de rester la puissance hégémonique mondiale, l'Empire a un plan. L'enlèvement d'un chef d'État par une intervention militaire qui, on le rappelle, a fait près d'une centaine de morts, dont des civils, n'est pas le seul moyen d'obtenir l'accès au pétrole du Venezuela. D'ailleurs, le pétrole en question est même pas tellement rentable en lui-même. Donc la question reste, pourquoi ? Pour comprendre les moyens utilisés, il faut comprendre la stratégie et les idéologies qui les motivent et les justifient. Et ça tombe bien. Pour ça, on a le document de stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Il s'agit d'un document sorti en novembre 2025, reconnaissant le déclin des US et détaillant comment ils comptent inverser la tendance et maintenir leur empire en préparant la guerre contre la Chine. Cette stratégie s'applique sur le continent américain par le renouveau de la doctrine Monroe, dont on parlait tout à l'heure. Celle-ci consiste à présupposer en gros que l'Amérique latine appartient déjà aux États-Unis et qu'il est donc légitime pour eux d'y agir comme bon leur semble. C'est cette logique qui a conduit à plus d'un siècle de domination brutale de l'Amérique latine. Elle descend directement de son ancêtre, encore revendiqué, du projet de Destinée Manifeste, qui justifia à l'époque le génocide des natifs américains pour leur voler leurs terres et continue d'alimenter le discours et les pratiques coloniales et ségrégationnistes. Il est donc évident que les moyens employés ne visent pas exclusivement à s'accaparer les ressources du Venezuela. L'enjeu, c'est avant tout de cornériser la Chine en s'attaquant à ses potentiels alliés et en s'assurant qu'elle n'ait pas accès aux ressources qui pourraient lui être nécessaires. En plus de ça, il cherche à renforcer encore plus la vassalisation des pays européens en faisant monter l'extrême droite européenne, prête à suivre un empire blanc, violent, au service du capital. Et c'est ainsi qu'on voit Steve Bannon, ancien conseiller néo-nazi de Trump, menacer en toute tranquillité les juges chargés de l'enquête sur le détournement de fonds publics de Marine Le Pen et les États européens se coucher devant la pression des États-Unis au Groenland. Parce que pour clarifier, l'exemple de l'Allemagne est flagrant. Le 16 janvier, l'Allemagne envoie des troupes au Groenland. Bon, troupes, on parle de 15 personnes, mais quand même. Le 17, les États-Unis menacent d'augmenter les taxes de douane. Le 18, l'Allemagne retire ses troupes. Bref, vous avez l'idée. L'enjeu n'est pas seulement économique, pas plus que la guerre que mènent les États-Unis. Tout ça est aussi idéologique. Les États-Unis ne s'attaquent pas au Venezuela par hasard. Et c'est pas pour rien qu'ils voient la Colombie, le Brésil ou Cuba comme des menaces. C'est bien parce que ces pays sont censés être les cibles de la doctrine Monroe, mais qu'ils ne se laissent pas faire. Ils portent tous un projet d'émancipation de l'emprise des États-Unis, et dans le cas du Venezuela et de Cuba en particulier, se sont engagés dans la construction de modèles qui visent à sortir du capitalisme, dans l'héritage respectivement du chavisme et du castrisme. C'est ça la menace qu'ils perçoivent, l'arrivée d'un contre-modèle comme a pu l'être celui de l'URSS en son temps, et ils feront tout pour l'empêcher d'advenir. Il ne faut pas s'y tromper, si l'adversaire frappe aussi fort, c'est bien parce qu'il connaît sa faiblesse. S'il y a des raisons d'avoir peur, il y a surtout des raisons d'agir. Tout n'est pas encore joué, les mouvements sociaux se multiplient, les gens s'organisent et des groupes d'autodéfense comme les Black Panthers ressurgissent pour lutter contre la montée en violence de l'Empire qui est à peu de s'effondrer. Et cette violence, elle dépendra des résistances que nous lui opposerons. Sans l'accès au marché européen, les États-Unis ne peuvent se permettre de plonger dans la violence impérialiste. Le rôle historique des communistes en Europe se situe précisément là, dans la lutte contre la participation de nos propres États-nations à la machine de mort états-unienne. Alors organisons-nous. Faisons front contre notre bourgeoisie qui n'hésitera pas à financer les guerres impériales états-uniennes et à s'enrichir des carnages qu'elle réserve. Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes. Viva Venezuela, viva América Latina, liberen a Cilia y a Maduro, y viva la resistencia.